Alors moi, du coup, si on enregistre, je pense qu'il faut fermer les micros. Sinon, on risque d'avoir des petites surprises. Je vais juste faire une courte intro. Déjà, je voulais remercier tout le monde hein, d'être là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile à organiser et on voit bien que ça n'a pas été facile d'accéder à ce channel. Donc aujourd'hui, on est super content de faire cette première Cross Guild Design, Produit et Tech. Et on voulait vous faire aujourd'hui un retour d'expérience sur le BO France.tv. On voulait en partie vous faire un retour d'expérience sur la partie design system. Sylvain, est-ce que tu peux enchaîner? Voilà, alors ça c'est ma plus belle slide. Pourquoi ce Rex? J'espère que vous apprécierez la créativité. Donc ce Rex, en fait, il fait partie d'une plus grande d'une démarche un peu plus globale sur le sujet du design system. Vous avez dû tous recevoir un questionnaire sur le sujet récemment. Merci à tous ceux qui ont répondu. Et on a pu voir dans les résultats de ce questionnaire que le sujet du design system n'est pas forcément compris de la même manière par tout le monde et que le design system n'est pas, et son utilisation n'est pas non plus compris par tout le monde de la même façon. Donc c'est aujourd'hui pour ça qu'on est là, pour vous parler des bénéfices du design system et en particulier sur le sujet du BO France.tv. Donc je vais laisser la parole à Fabien, Sylvain et Erwan. Avant ça, si Sylvain... Ouais, voilà, tu as déjà fait l'enchaînement. Avant ça, donc on va partir sur la définition comme base. Donc le design system, c'est quoi? C'est pour nous un référentiel unique pour l'entreprise, un produit numérique qui regroupe tous les éléments qui vont permettre aux différents acteurs d'un produit de le concevoir, de le délivrer et de le faire évoluer. Et donc, on va voir comment ces différents acteurs ont fonctionné ensemble sur le BO France.tv. Je vous laisse la main. Merci. Alors, du coup, aujourd'hui, on va vous présenter ça à trois. Donc, je commence à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Sylvain. À ce moment-là, j'étais PO sur le back-office. Je suis en train de donner la main à Anne-Gabrielle sur le back-office en tant que PO et je passe PO France TV. Sur le web, pardon. Et puis voilà, mais du coup, je ferai cette présentation en parlant du rôle du PO dans le design system sur cet exemple du BO. Fabien, si tu veux. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Fabien. Je suis designer UI, principalement sur la partie web de France TV. Et donc j'ai travaillé sur ce back office avec donc Sylvain et Arwan. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Erwan, je suis dev front-end, je travaille sur ce back-office. Jolie icône avec WTF Async, tout le monde a compris. Et pour ceux qui me connaissent sur le Slack, c'est pour ça que depuis un moment j'avais changé d'avatar. Donc on va pouvoir continuer, on va vous expliquer donc comment on a procédé, ce retour d'expérience. Chacun va prendre la parole sur sa partie. Et voilà, je te laisse la main Fabien. Oui, alors l'idée c'était donc de vous présenter en fait la façon dont on a travaillé ensemble, notre manière de collaborer. Par le prisme de ces trois outils, ces trois solutions qu'on a utilisées. Donc, qui sont Figma, Zero Eight et Storybook, qu'on va donc détailler par la suite. Et de manière plus générale, en fait, donc ces outils sont super, mais c'est surtout une philosophie de travail, en fait, presque indépendamment des outils. C'est vraiment une façon de collaborer entre POPM, design, dev et un peu toutes les parties prenantes d'un projet. Du coup, je vais commencer par vous présenter Figma, qui est donc un outil de design collaboratif qui donc permet de réaliser des maquettes graphiques, des prototypes. Et donc, de par son aspect collaboratif, l'idée, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur le même outil, se partager facilement des écrans, communiquer aussi de façon plus fluide. Du coup, je vais partager mon écran en espérant que ça marche. Ah, vous ne pouvez pas démarrer. Il faut que quelqu'un, apparemment, arrête son partage.
pour que je puisse le faire. Sinon, t'inquiète, on le fera au slide juste après. Ok. J'avais fini sur Figma en fait. Essaye là, Fabien. Ok. Partager l'écran. Alors la question habituelle, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez Figma? On le voit. Oui. Donc voilà, donc ça c'est Figma, c'est l'interface de cet outil de design qu'on utilise. Donc là j'ai ouvert le fichier back-office, donc qui comprend, enfin qui liste en fait les maquettes qui ont servi à la construction du produit. Je vous montre en fait globalement, rapidement, à quoi ça ressemble en fait. Donc c'est une liste de toutes les maquettes qu'on a construites au fur et à mesure sur tous les, enfin, vous connaissez sûrement ça, sur tous les différents écrans. Donc là en fait le travail est pratiquement fini. Et ce que je vais vous illustrer rapidement, c'est la façon dont on a procédé en fait pour construire ces maquettes et construire des éléments et donc le travail collaboratif qui en a suivi. Là, je vais vous faire rapidement une mini démo. Alors, ce sera rapide, hein, ce n'est pas un tuto Figma, pour illustrer la façon dont on travaille ensemble. Mettons qu'à la suite d'un atelier entre PO, UX et ou Dev, on commence à avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Et donc là, arrive le moment où on va commencer à créer des maquettes. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va commencer nos petites maquettes. Là, je vais faire un exemple fictif assez rapide. Donc, mettons qu'on est cette page-là et on se dit, OK, bon, sur cette page, j'aurai forcément un header. Donc, je vais créer, hop, attendez, l'effet démo. Donc, je vais créer rapidement un header. Toc. Et là, je me dis directement, en fait, bon, mon produit, je vais avoir plusieurs pages. Et donc, il y a quand même des chances que ce header il se retrouve sur pas mal de pages. Donc, directement, je vais décider d'en créer un composant que je vais pouvoir réutiliser et changer facilement, en fait, sur toutes les différentes maquettes. Et si je continue la construction de ma page, bon, sur cette page, je vais avoir, par exemple, des cartes. Donc, je vais créer une carte. Hop. Hop. Tac. Qui aurait un titre, un descriptif. Et là, je vais me dire, OK, cette carte, de la même façon, il y a quand même de fortes chances qu'elle se retrouve ailleurs. Donc, pour simplifier mon travail, je vais en faire de la même façon un composant. Je suis embêté parce que l'interface est cachée par le partage d'écran. Donc voilà, donc j'ai un autre composant carte que je peux dupliquer pour réaliser mes différentes maquettes de cette façon. Et donc l'intérêt en fait d'avoir un composant, c'est que si je veux faire une modification sur cette carte, tout étant centralisé, j'ai plus qu'à le changer une fois et ça va donc, les changements vont se répercuter partout. Donc voilà, globalement, on va construire les pages comme ça. Là, je vais me dire, ce composant, il s'appelle component 1. Bon, c'est pas très lisible. Donc, je vais le renommer en, par exemple, nav header. Et celui-ci, il s'appelle component 2. En fait, ce serait plutôt card défaut. Et ainsi de suite, en fait. Donc, on va construire nos pages de cette façon en essayant de travailler le plus possible par composant. Et une fois qu'on a fait ça, enfin, ça se fait de façon, progressive, on arrive à établir une sorte de librairie de composants, librairie de style, de couleurs, de typos, que je vous présente ici. Donc, qui est dans un autre fichier qu'on avait décidé de mettre à part, parce que l'idée, c'est que potentiellement, ces assets graphiques, ces composants puissent être réutilisés sur notre back-office, par exemple, sur Backtools. Là, on travaille en ce moment sur Backtools. Donc ça ressemble, donc voilà le rendu en fait d'une librairie sous Figma qu'on a scindé en fait en grandes catégories. D'abord des éléments de base que sont par exemple des couleurs, certaines formes simples comme des filets. On recense également toutes les icônes et ainsi de suite, des éléments plus complexes, des éléments formulaires, des labels, des éléments
plutôt typographique, et ainsi de suite, en fait, en augmentant la complexité de certains composants, des briques un peu plus conséquentes. Et ainsi de suite. Et donc là, par exemple, on a toutes les différentes cartes, toutes les typologies de cartes qu'on utilise dans nos différentes maquettes. Donc voilà, donc a priori, là, le travail est quand même bien avancé sur la partie design. Et donc là, l'idée, c'est que les devs vont commencer à coder à partir de tout ça. Techniquement, ce serait possible, et ça l'est, de pouvoir utiliser directement Figma pour que les développeurs aillent inspecter une carte, voir ça, quelle est la taille de typo, quelles sont les couleurs. Mais on s'est aperçu que parfois, Figma n'était pas complètement accessible pour certains développeurs qui n'ont pas de touchpad, ce genre de choses. Donc, on a décidé, dans le cadre du back-office, de passer par un autre outil qui s'appelle 08, que je vais donc vous présenter ici. Si vous voyez toujours… si ça n'a pas changé d'écran, vous me dites. Et donc, 08, en gros, c'est un site web. C'est un site web, c'est une sorte de CMS, un peu comme WordPress, qui permet de construire la représentation de ce design system. Et donc, ce site internet, ce design system, cette partie du design system, en fait, sera un lieu d'échange entre PO, designers, développeurs et marketing, artwork. En fait, l'idée, c'est que tout le monde puisse se regrouper, se retrouver à ce niveau-là, puisse trouver de la documentation, des explications sur pourquoi on fait les choses, comment on les fait, trouver des assets graphiques. Donc là, c'était une première version un peu bêta pour tester en fait l'organisation du design system. Je vais vous montrer, là c'est le sujet, la partie back-office. Et donc sur ce site internet, ce design system, on retrouve en fait une architecture qui correspond globalement à ce qu'on a défini dans Figma. Et donc, l'idée, c'est que ce soit plus simple pour les développeurs et pour les PO de s'y retrouver et de vraiment travailler par composant, en ce qu'on appelle atomic design. Et donc là, par exemple, on a les couleurs de base qu'on peut d'un clic copier. Enfin, on peut copier la valeur hexadécimale. Tout est rangé selon une nomenclature qu'on aura le mieux définie ensemble entre designer et dev pour qu'en fait, on parle un langage commun et que ce soit plus simple de se retrouver. Si un jour on dit « Ah, en fait, la couleur texte black, c'est plus la bonne, il faut la changer », en fait, on peut la changer facilement dans Figma et dans 08. Donc, je vous parcours rapidement les différentes rubriques, donc des éléments de style comme les couleurs, les typos, les ombres, les valeurs de grille, tout ce qui compose en fait le produit et toutes les briques qui permettent de construire ce produit. On peut retrouver des assets graphiques comme les icônes que les développeurs ou n'importe qui peut télécharger facilement. Et ensuite, donc, on a une partie où on retrouve les éléments plus complexes, comme les éléments de navigation qu'on aura définis au préalable dans Figma. Des éléments donc, de navigation, de formulaire. Alors l'intérêt, c'est que là, la documentation est assez brute et inexistante. Mais l'idée, c'est qu'on peut en fait donner plus d'indications pour spécifier des comportements, des cas, des usages. On peut également mettre des éléments d'animation pour expliciter en fait un comportement. Là, sur ce composant recherche avec ce plus alors comment ça marche, en fait, on a cette sorte de mini-proto qui permet d'un coup d'œil en fait de comprendre le fonctionnement. Et ainsi de suite avec les différents éléments. Ce qui est bien aussi côté dev, en fait, c'est qu'on peut, disons, inspecter chaque élément de façon simple, un peu comme Zeppelin à l'époque, qui permet donc de voir en fait les espaces, les tailles de typo, donc vraiment inspecter les éléments de façon encore plus simple que dans Figma pour un non-designer. Donc voilà, et en fait, je termine rapidement en vous montrant comment on met à jour ce CMS, ce design system sous forme de site web. Donc, comme je vous disais, c'est une sorte de CMS
à la WordPress, mais vraiment adapté à la forme traditionnelle des design systems, donc avec cette colonne qui liste tous les éléments sur la gauche, et donc des blocs en fait, de texte qu'on peut éditer. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on peut, disons, connecter le fichier Figma, n'importe quel fichier Figma, mais là, en l'occurrence, le fichier Figma de la librairie, directement dans Zero Eight. C'est-à-dire que là, donc là j'ai un bloc de, pardon, un bloc de composants. Et en fait, si je peux les ajouter, là c'est tous les fichiers Figma que j'ai connectés à ce Zero Eight. Et donc, Zero Eight, le site, retrouve en fait toute l'architecture qui est dans Figma. Donc, je peux d'un clic en fait ajouter je vais prendre une carte par exemple. D'un clic, je peux ajouter un composant que j'ai fait dans Figma. Il est là, il est en train de générer l'image. Et l'idée, c'est que ça simplifie grandement le travail parce que si en fait je change un composant dans Figma, l'idée, c'est que j'ai juste à cliquer sur un bouton dans Zero Eight, je fais Update Figma Files et du coup, mon site est à jour. Donc, ça simplifie grandement l'interface entre les deux. Donc voilà, globalement, en fait, c'est un des premiers intérêts, une des deux premières briques en fait de cette collaboration entre tout le monde, en fait, entre designers, PO, dev et qui veut. Et à la suite de en complément et à la suite de ça, on a utilisé un autre outil, un autre service qui s'appelle donc Storybook, que je vais laisser Erwan vous présenter cette partie-là. Voilà, je vais prendre la main dessus, oui. J'avais juste une question. Est-ce qu'on pose les questions à la fin? Comme vous voulez. Ouais, ça serait mieux. On a une slide pour ça parce que vu qu'on est trois à présenter, sinon on va pas. Je vais garder dans le coin de ma tête. Merci. Merci. Notez vos questions quelque part si vous voulez. Mais... Ouais, écrivez-les dans le flux ou comme vous voulez. Du coup, je vais partager mon écran. On passera les slides. Lâché, Antoine. Je ne sais pas si on voit mon écran. C'est bon, on voit et on t'entend. Ok, parfait. Donc moi, après Fabien, j'enchaîne. Avant de parler de design system, je vais vous montrer le back-office actuel pour voir d'où on part et où on tend à aller. Donc là, ici, je prends un cas qui a déjà été travaillé, l'édition de vidéo. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de montrer grosso modo à quoi ça ressemble aujourd'hui et comprendre le besoin justement de mettre à jour graphiquement. Donc le back-office fait un très bon travail, il marche très très bien, mais au fur et à mesure, évidemment, on rajoute beaucoup de choses. Et pour l'éditeur, ça devient compliqué de récupérer les infos, c'est pas assez synthétique. Enfin, il est temps au bout d'un moment de rafraîchir un peu tout ça. Donc là, on est dans le cadre d'une page vidéo, il y a les taxonomies, les articles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, aujourd'hui, en gros, j'édite une vidéo pour le site France TV et les apps. Pour l'éditeur, il y a pas mal d'inputs, de champs à saisir, des vidéos uploadées, des images. Ça commence à être beaucoup, et il y en aura toujours plus. Donc là, on va montrer ensuite le travail de design, ce qu'il a pu apporter. D'abord, je vais démarrer de Zero Eight. La première démarche dans le design system, c'est Figma. Il permet déjà pour le dev d'avoir une idée en avance. On n'a même pas encore commencé à préparer les tickets. Déjà, on participe un peu aux réunions design avec le PO et l'équipe design. Des fois, il y a des questions techniques à poser aux devs. Et en gros, ça donne une image à l'avance de ce quoi on va attendre et préparer un petit peu aussi dans la tête du développeur. On sait à quoi s'attendre sans rentrer dans le détail. On sait déjà, on part de là et on tend vers quelque chose d'autre. Et c'est plutôt pas mal. Ça, c'est grâce à Figma, parce que Figma, c'est comme l'a montré Fabien, c'est dessus qui crée les composants et c'est dessus aussi que toute l'équipe, la préparation du design se fait en amont et le dev a déjà accès. Là, par exemple, j'ai accès et on a accès en avance. Donc, on voit un peu les choses et même psychologiquement, c'est plutôt pas mal de voir en avance le prochain design qui arrive. Ça fait toujours plaisir. Et on voit un petit peu les choses qui peuvent être techniquement ou peuvent nous poser des questions ou vice-versa, les animations, enfin, tous les petits détails. Donc là, Figma, il l'a montré tout à l'heure. C'est embêtant la barre en haut, là. Hop. OK. Moi, côté dev,
je vais vous parler d'un utilitaire. On en a parlé tout à l'heure, Storybook. Storybook, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de front-end qui permet de créer des bibliothèques de composants et de, entre guillemets, documenter nos composants. Donc, c'est outil front-end qui fonctionne pour toutes les librairies JS, le Vanilla JS, donc le JS pur, l'HTML. Il existerait même une version qui marcherait avec Twig PHP. Mais l'idée derrière de Storybook, là on parle du design system, mais en dehors du design system dont on parle aujourd'hui, en tout cas dans le monde React, c'est assez connu pour, vous avez un gros projet et vous voulez créer votre bibliothèque de composants ou simplement documenter. C'est assez connu cet utilitaire Storybook. Qu'est-ce que c'est derrière? On crée des composants comme on le ferait dans notre appli, mais on n'a pas besoin de les intégrer dans l'appli pour les voir vivre, entre guillemets. Ici, j'ai l'exemple d'une carte vidéo. On a vu tout à l'heure avec Fabien. Cette carte vidéo, je peux déjà la travailler dans l'environnement ici, qui est un site statique, et prévoir en avance tout le design et les comportements. On prend par exemple ici le titre, quelque chose qui peut être bête, mais on ne va pas y penser quand on développe. Voilà, on n'a pas le temps. J'ai du texte à la rallonge. Après, on se dit, ah mince, peut-être prévoir un ellipsis dans le cas où ça arrive. C'est le genre de choses qui arrivent seulement quand on a mis en prod ou qu'on ne voit jamais. Le fait de travailler en avance avec une vision composant, on peut anticiper en dev beaucoup de choses. Notamment, on a souvent les CSS qui sont déjà presque terminés puisqu'ils sont préparés par le design. Après, il faut adapter souvent, comme l'a souligné tout à l'heure Fabien, on ne peut pas prendre telles quelles les valeurs, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas à réinventer la roue, et les choses sont déjà là. On a une vision macro, micro, et globalement, de notre côté, comme l'a fait Fabien dans Figma, dans ZeroHeight, on va préparer des composants, comme le header qu'il a parlé tout à l'heure. On peut aussi préparer les pages entières, une fois intégrées. On démarre déjà par les composants. Là, je vais prendre par exemple les cards. Tout est regroupé ici par des catégories, et dans Storybook, ces catégories, ça s'appelle des stories. Mais en gros, ça nous permet de catégoriser. On peut catégoriser à un niveau, vidéo content, édition d'un contenu vidéo, illustration. Donc là, dans les cards, j'ai 3 stories, donc 3 versions. Une carte pour un article, une carte pour une vidéo, elle est légèrement différente, et une carte pour une taxonomie. Pourquoi est-ce qu'on ait distingué les 3 cartes? On pourrait se dire on en fait une. Fausse bonne idée parce qu'il y aurait trop de spécificité. Un article, une vidéo sont très proches, mais il y aurait trop de spécificité. Et du coup, on le voit déjà dès le design, parce qu'on peut déjà séparer. On se rend compte que globalement, naïvement, on se dit OK, on va faire une carte, c'est la même pour tout le monde. Mais en la faisant, à partir du design, on se dit ouais, on va peut-être la séparer par domaine. Et ça, avant même de coder, enfin, on code juste le composant. L'avantage aussi de travailler sur Storybook, tout ce qu'on fait là, le composant, c'est du travail déjà fait. Le jour où on va l'intégrer dans la vraie application, on fait quasiment du copier-coller de tout ce qu'on a fait. On n'a pas créé un composant avec un code particulier spécifique à Storybook. C'est le même code quasiment. Sans rentrer en détail, c'est du React, mais ma carte ici, ce code-là, je vais copier-coller. J'aurai juste à changer les propriétés quand je vais le brancher dans ma vraie application. Donc le travail sera déjà fait. Ce n'est pas du travail en plus, comme on pourrait penser, parce qu'on prépare une décomposant. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc en fait, on gagne du temps à la fin, finalement, et on anticipe beaucoup de choses. Donc là, on prépare tous nos composants, première chose. En gros, à l'image de ce qu'on voit dans Figma ou ZeroHeight. Personnellement, je navigue un peu avec les deux. J'aime bien, des fois, je préfère regarder dans Figma pour avoir les valeurs de CSS. C'est un peu mieux présenté. Ça se complète. À la fin, de toute façon, ZeroHeight, c'est la documentation. Il faut voir ça vraiment comme la documentation. Et Figma, c'est l'outil de travail côté design, mais il apporte aussi pas mal d'informations. Mais bon, c'est sûr que normalement, c'est plus facile d'utiliser ZeroHeight pour le dev, c'est plus simple. Je clique sur la carte, hop, on a toutes les informations. C'est juste là, on a déjà le CSS quasiment mâché. Petit détail. Il va quand même permettre de voir un petit peu comment tout va s'harmoniser, quoi. Alors voilà. que ZeroHeight, on est très dans le détail. Voilà. Un autre avantage aussi, là on parle de Storybook pour nous, quand on va développer tout ce design. ZeroHeight, on va pouvoir générer à partir de Storybook. C'est embêtant cette barre là. Hop, voilà. Si je prends ma carte, je vais pouvoir générer, c'est un site statique, hein,
ça génère un site statique. Ici, j'ai un lien unique que je pourrais intégrer dans ZeroHeight à côté de l'équivalent design. On ne l'a pas encore fait, il y a encore beaucoup de chantiers, mais à terme, l'idée, c'est que ZeroHeight, dans ce design system, nous montre la spécification, le design, et ensuite comment il a été implémenté. Et ce sera mis à jour aussi de la même manière. Storybook, à chaque fois qu'on remettra à jour, on va régénérer un fichier statique de notre composant, et on aura juste à expliquer à ZeroHeight de se mettre à jour sur la nouvelle URL si l'URL a changé pour ce composant. En gros, on a une vision à long terme, en temps réel, de comment ça a été prévu côté design, comment ça a été implémenté, et ça permet de faire sauter aux yeux beaucoup de détails, par exemple, qu'on n'a pas vu, et ça documente aussi pour toute personne qui arriverait sur le projet. Et même à l'avenir, changement de design, des choses comme ça, on peut voir le passif, on voit beaucoup mieux les choses. Ensuite, l'implémentation. Donc là, on a parlé de la carte. La barre, elle est pénible. Okay. Il y avait le lundi 1er juin qui était férié. Voilà. Donc ici, la carte, ça c'est une chose. On a créé des composants. On a parlé d'atomic design, le terme qui... On essaye de créer les composants les plus petits, on les regroupe pour en créer des molécules. Puis à la fin, on va les intégrer dans une page. Quand on est en mode dev, on va peut-être descendre un peu moins bas que côté design, parce que le travail est mâché en fait. On gagne un temps fou, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à penser beaucoup de choses qu'on aurait à faire par nous-mêmes. Donc on est déjà à une vision plus molécule que très souvent. Il y a des cas particuliers comme les boutons, mais le reste, globalement, on va plutôt être niveau molécule. À la fin, on peut même, sachant que quand on a un nouveau design, c'est un travail énorme, on ne va pas l'intégrer comme ça au fil de l'eau dans la vraie app en production. Mais de notre côté, on a besoin de l'intégrer dans une page entière. Et dans Storybook, on peut directement avoir une vision sur la page entière quand elle sera finie, sans l'intégrer dans la vraie application. Et on peut s'apercevoir de choses qu'on n'aurait pas prévues, comme au niveau layout, ça ne s'adapte pas, c'est pas responsive, ou des choses vraiment bêtes qu'on ne ferait pas attention. Et ça, avant même de l'intégrer. Donc ça, une fois qu'on arrive à cette étape, vient le moment d'intégrer le design. Donc nous, on le fait page par page, en général. Donc ensuite, on l'a intégré sur une branche de design, ce n'est pas encore en production ou quoi que ce soit. On va remontrer la version ici. Donc ça, c'est cette page ici. Juste cette partie-là. Cette partie-là, c'est un onglet, c'est une page à part. Là, je parle vraiment de tout ça. Pour éditer une vidéo, à la fin, quand on intègre le design, les informations sont regroupées entre elles de façon un peu plus logique, plus réfléchie. Les sections sont plus découpées et plus facilement accessibles, parce qu'évidemment, les formulaires avec un maximum d'options qui se rajoutent au fur et à mesure du temps, ça fait scroller pendant 10 heures jusqu'en bas. Et maintenant que c'est pensé et designé, on peut rajouter des choses très sympathiques et plus pratiques. Ça fait toujours plaisir. Derrière, c'est plus aéré aussi. Là, on voit les choses pertinentes directement et pas comme là, où les choses se sont posées au fur et à mesure. On les pose au fur et à mesure. Après, on n'est pas designer. Quand on est développeur, on a beau savoir faire du CSS, c'est un métier. Mais là, derrière, on sent quand même, c'est quand même beaucoup plus agréable quand on regarde cet écran et on voit les choses dont on a besoin. Parce que c'est réfléchi, c'est travailler avec les équipes design, avec les utilisateurs. Ça ne peut pas être le même résultat. Et ça, pour nous, côté dev, on n'a pas eu à créer. On récupère comment dire, quand on part from scratch d'une application et qu'on fait tout soi-même, on va passer un temps fou pour arriver. Nous, on arrive à ça. On est développeurs. Derrière, on a ça. Et en faisant moins d'efforts. Le CSS est déjà pré-mâché, beaucoup de choses comme ça. Et le résultat est quand même très, très agréable. Et beaucoup de choses dont on n'aurait pas pensé sont déjà pensées par les designers. Et c'est super sympa à travailler dans le design system. Ça aère. Et un autre avantage en plus, quand on prépare des composants, on est dans Storybook, on peut faire des design reviews en avance, pas besoin d'attendre d'intégrer dans l'application. Et on a des retours très rapidement, et on sait si on part dans une mauvaise direction ou pas. Si on a des questions, on peut les poser. Le designer n'a pas besoin d'aller se connecter à notre application. Il a accès à Storybook, c'est un site statique. Ça offre pas mal d'avantages, et on peut avancer très très vite avant même de commencer à intégrer dans l'application. Donc ça ne gêne pas pour l'application. On va imaginer un site comme France TV. On ne va pas se permettre de mettre en production des petits morceaux de design au fur et à mesure. Et ben, on peut les préparer en amont grâce au design system dans un équivalent même de Storybook. Là, on parle de Storybook, on est en JS, mais peu importe derrière. On prépare en avance et quand tout est prêt, après, on va les intégrer d'un coup. Mais en les préparant, on a déjà des allers-retours design.
Et du coup, on est beaucoup plus fin et on perdra moins de temps. Quand on intègre en fait toute notre page dans l'application, on fait quand même un retour, évidemment, avec le designer. Mais globalement, tout est fait, puisqu'on a déjà eu le temps avant de faire des allers-retours, de vérifier qu'on était bon, qu'on s'était bien compris. Et quand on arrive, qu'on intègre dans l'application, le travail est fait. On intègre juste, on branche au state de l'application. Globalement, c'est tout. Et on est confiant et ça part très vite après. Donc voilà, j'ai montré la démarche ensuite en enchaînant derrière, après le design. Et voilà vers quoi on tend. Il reste encore beaucoup de travail de notre côté. Mais ça fait gagner un temps fou. Et puis le résultat est meilleur. Enfin, il n'y a pas photo. Ça fait très bien le travail, mais voilà, il y a plus de cohérence. Ok. Donc là, je vais passer la main à Sylvain. On va continuer sur le slide. Je peux reprendre la main sur l'écran, s'il te plaît, Erwan? Il y a quelques questions que j'ai listées que je vous redonnerai à la fin. Et du coup, je vous propose de bien observer votre timing, Sylvain. OK. J'ai lâché l'écran là, normalement? Non. Est-ce qu'il me l'a mis? Hop. OK, c'est bon. Ok. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, on vous a présenté Figma, donc 08 et Storybook. Donc, le contexte maintenant de tout ça, on avait commencé ça. En fait, on avait commencé par des ateliers UX dans le premier trimestre 2019. Après, on a continué et après, on est passé un premier, deuxième trimestre 2019 et on a commencé à mettre ça en place en juin de il y a un an. Ensuite, après, on a été en équipe très réduite de juillet à décembre. Et donc, on fait ça en fil rouge. Après, on a lancé aussi le back-office de commande d'événements. Donc, en fait, il faut voir ça pour nous comme un fil rouge. On pouvait pas se permettre d'arrêter tout, de lancer notre nouveau BO et pendant ce temps, de pas suivre le produit. Donc, c'est pour ça que ça fait un an que c'est là, mais ça avance en fil rouge. Du coup, bon, la démo, elle a déjà été faite, voilà. Maintenant, on s'est fait une petite interview et pour répondre un petit peu aux questions que vous auriez pu nous poser. Donc, on va prendre chacun la parole dans l'ordre pour dire un petit peu ce qu'on ressent chacun dans notre rôle par rapport à chacun des produits. Donc, on va le faire dans l'ordre. Donc là, je vais commencer. Figma au tout démarrage du design system. Du point de vue du dev, on participe un peu, mais sporadiquement. Par contre, l'avantage, c'est, comme j'essayais de le souligner tout à l'heure, on a une vision en avance du prochain produit. Déjà, ça fait plaisir. Et on peut déjà se poser des questions de, par exemple, la navigation dans l'application va changer, puisque en fonction du design, on peut déjà se poser des questions, de se dire, OK, je vais devoir prévoir peut-être d'évoluer ma navigation, parce que si on part sur ce design tel qu'il est maintenant, je risque d'être coincé pour ça, ou alors j'aurais besoin d'ajouter une option. Donc voilà, Figma sert à anticiper les devs et donner une vision beaucoup plus claire en avance. On entend du bruit chez quelqu'un, une vidéo qui tourne, quelque chose comme ça. Merci. J'ai rien compris, Mitch. Il y avait du bruit. Voilà. Du coup, en tant que PO, Figma, du coup, ça nous permet de travailler dans des ateliers. Voilà, on a dit qu'on avait fait des ateliers avec les utilisateurs. Derrière, on se regroupe UX, UI, PO. On fait des maquettes, on parle de chacun des sujets. Et vous avez vu comme ça va vite sur Figma, en temps réel, on dit ouais, mais moi je vois un petit peu plus ça comme ça. Donc Fabien, en temps réel, il dessine un petit peu l'idée de chacun. On en discute, on se challenge. On dit ouais, mais de ton côté, ça met encore ce problème-là qu'on avait déjà vu ailleurs. Et du coup, on fait avancer les choses sans essayer de se battre pour dire c'est moi qui ai la meilleure idée. Juste, on challenge les uns les autres pour arriver au meilleur résultat. Et là, on présente aux devs et qui tout de suite arrivent à se projeter et à dire ah, mais attends, ça, comment on pourrait le faire dans le code. Et du coup, tout de suite, on peut avoir un macro chiffrage et voir un petit peu ce que ça va coûter,
voir est-ce que c'est faisable, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur quelque chose d'autre, et donc de faire des allers-retours assez rapidement. Voilà pour ma part. Et côté design, en fait, je vais continuer dans ce qui a été dit. Pour un designer, en fait, l'outil est tout simplement génial. Et cet aspect, en plus de tous les petits features qui facilitent le boulot d'un designer, mais de manière plus générale, cette idée de partage et d'échange, en fait, qui change absolument la donne. Et ce côté collaboratif, j'y croyais pas trop au départ quand l'outil est sorti, et preuve en est que j'ai un super flair. Et du coup, franchement, cet outil est très, très, très bien fait. Et facilite grandement le travail de tout le monde. Du coup, pour 08, Erwan? Pour 08, l'avantage, on a une documentation de design. En gros, dans une équipe, toute l'équipe n'a pas participé nécessairement aux mises en place, aux premiers ateliers de design. Derrière, quand c'est prêt, c'est dans 08 et toute l'équipe a accès à un site où tous les composants sont là. Il n'y a pas moins besoin de passer de temps pendant les grooming, d'expliquer, il faudrait ci, il faudrait ça, ou expliquer le design, c'est beaucoup plus clair et tout est là en fait, même le CSS. On voit même la vision macro dans la page une fois intégrée. En fait, ça répond à des questions avant même de se les poser. Le layout, des choses Il y comme a ça. la grande question des animations souvent qui est difficile à expliquer, et du coup, quand tu peux le mettre dans 08, c'est vachement plus facile à expliquer. Comme la page est entière, voilà, c'est ça. L'animation, on comprend à quoi elle va servir parce qu'on voit comment s'organisent les choses, comment sont mis chacun des éléments dans le layout. Ouais. Et du coup, moi, en tant que PO, en fait, je vais m'appuyer dessus pour mes US. Au moment où je les découpe, je vais faire des liens vers 08, et puis du coup, ça permet de faire quand même un petit filtre par rapport à ce qu'a fait Fabien, voir s'il n'y a pas un petit détail qui finalement irait pas ou quoi, un dernier filtre avant que ça soit mis dans les mains des devs. Après, c'est vrai que ça permet vraiment de la communication entre UI et dev, pas forcément PO, mais ça m'est quand même utile. Et donc moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit encore une fois. Et l'intérêt de 08, c'est d'avoir un... Parce que Figma, ok, c'est génial pour la communication, le partage, mais ça montre quand même certaines limites dans certains cas pour de la doc ou pour se partager des fichiers. Mais parfois, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Donc un outil comme 08 qui est un simple site web dans lequel on peut mieux documenter, mieux ranger, ordonner les choses. Et c'est un outil très très complémentaire en fait de Figma. Donc les deux, enfin les trois, ce triptyque fonctionne. C'est pour ça que ce triptyque fonctionne plutôt bien, quoi. Maintenant, on va parler de Storybook. Storybook, c'est un outil front-end, donc pas nécessairement single SPA. Ça, évidemment, ça colle beaucoup plus au SPA, mais derrière, c'est aussi pour l'HTML. De toute façon, quel que soit le langage ou la techno, à un moment donné, quand on fait un site web, il y a des pages, des composants. Il faut bien les préparer dans un langage, langage quelconque. Storybook, évidemment, c'est une solution beaucoup plus orientée JS et HTML. Et comme je le soulignais, il y a un fork sur GitHub qui permet de faire du Twig JS Sass. Après, je ne fais pas de PHP, donc je ne promets rien du tout, mais globalement, c'est pas... Storybook colle très bien à notre techno ou au JS, HTML. Après, ce n'est pas la solution dans tous les cas, mais l'idée derrière, son rôle, c'est vraiment de documentation automatique et de préparer les composants d'avance et de ne pas recréer les composants. Le gros problème en général, c'est on fait un composant et 2 mois plus tard, on en fait un autre parce que ce n'est pas la même personne qui développe et on se retrouve derrière avec un code base immense et des erreurs et une maintenance plus compliquée. Le fait de centraliser les composants, de les documenter, on va éviter tout ça et on gagnera beaucoup plus de temps. Et quand on touchera un composant, sachant qu'il est utilisé après partout dans l'application de façon plus naturelle, il est importé partout là où on en a besoin, de façon safe, prévue en avance, on gagne du temps aussi pour les prochaines pages ou prochaines features. Ok, du coup, en tant que PO, du coup, moi, ça va vraiment être le rendu du dev, parce que justement, là, on refait toute la page. Et pour mieux estimer les US, c'est quand même mieux de découper les US le plus possible, et donc de les faire en composants. Le problème, c'est que souvent, tu fais ton composant et puis tu t'attends que la page soit créée, que tout soit intégré pour pouvoir tout resetter à la fin. Donc ça, c'est pas très vraiment pratique. Tu te rends compte des erreurs à ce moment-là, donc tu es en phase d'intégration et puis tu reviens dans le dev de départ. C'est vrai, ça fait perdre du temps.
Là, tu fais ton composant, tu merges vite fait, ça apparaît directement. On a mis ce storybook sur l'integ, donc en 2 minutes, tu le vois, tu vois la modif qui a été faite, tu la testes. En plus, tu peux stresser les entrées, mettre des champs de texte hyper longs. Tu peux vraiment faire des choses assez intéressantes. Mettre des cases à cocher pour vérifier ce qui se passe dans ce cas-là, dans ce cas-là. Donc, du coup, si vraiment tu as détaillé ton US en disant dans ce cas-là, il se passe ça, dans ce cas-là, il se passe ça, et bien, tes cas, ils peuvent apparaître dans le storybook et du coup, tu recètes ton composant unitairement et du coup, c'est vraiment hyper plus simple comme ça. Et donc, je suis complètement d'accord encore une fois avec tout ça. Et pour du côté designer, un des gros intérêts, en fait, c'est de pouvoir faire des design reviews de façon plus simple parce que les design reviews qu'on fait à la fin, quand une page entière est terminée, ben, en fait, c'est embêtant pour tout le monde, quoi. C'est presque décourageant parfois pour tout le monde. Si jamais il y a beaucoup de choses à changer, alors que là, on est hors contexte, on voit vraiment comment réagit un composant. C'est assez pratique et l'idée, c'est aussi d'avoir cette sorte de librairie miroir en code, un miroir de Figma, et ce qui fait qu'on parle, en gros, on parle exactement le même langage entre designer et dev, et c'est vraiment la même façon de construire les choses, construire les produits. Et du coup, ça fluidifie en fait grandement les échanges. Alors, c'est à moi de parler encore là, je crois. ouais. Les bénéfices à faire ça partout, en gros, c'est l'idée de mieux communiquer en fait au sein d'une même équipe produit, donc de parler le même langage et en partant de problématiques communes, d'arriver à des solutions, des solutions communes et en gros d'avoir une vision plus fine sur l'avancement des autres produits et ce qui se ressemble, ce qui est différent, ce qu'on peut mutualiser ou pas. Et c'est plus pratique dans ce sens-là. Oui, du coup, il faudrait pouvoir le mettre en place, mais ça peut quand même permettre justement de ne pas refaire tout à chaque fois, de se dire, surtout quand on est dans des back-office, on peut se dire que tout le monde peut avoir à peu près le même rendu graphique de back-office. Après question UX, bon, mais il y aura quand même du travail et tout ça, mais on peut s'imaginer refaire des back-office à côté qui vont garder un peu les mêmes structures. Ça va être beaucoup plus simple aussi pour travailler avec d'autres PO dans des guildes en disant comment on peut faire dans ce genre de truc et montrer un petit peu le dev qui a été fait. Voilà, se resservir du même design à la base et comme ça gagner du temps sur du transverse, ça peut valoir le coup, je pense. J'ai un petit retour de la part de Richard qui me dit que normalement, en fait, tous les PO doivent partir à partir de 30. Du coup, toutes les questions qui ont été posées, en fait, on les a récupérées. Vous pourrez évidemment directement poser vos questions en off pour ceux qui doivent quitter en fait, cette room auprès des différents acteurs qui sont ici. Et puis, on essaiera de faire un récap sur Slack des questions et des réponses qui ont été données. Ok. Du coup, on va passer cette slide un peu plus rapidement que prévu, mais en gros, tout ça, quand on regarde un petit peu, avec tout ça, on est plus rapide, on a plus de synergie, on a plus de possibilités de soumettre des idées, du temps pour faire autre chose et de la cohérence entre les éléments. Donc voilà, à peu près tout ce qu'on a écrit, on perd beaucoup moins de temps sur pas mal de sujets, sur de la synchro, de la recherche ou de l'explication. C'est ce qu'on a un petit peu voulu vous dire dans cette démo. Donc voilà. Et après, voilà, là, il y a des commentaires. Je pense qu'on vous partagera la présentation. Mais voilà, en gros, tout ça nous a quand même simplifié la vie. Je sais qu'il y en a qui se disent ouais, ça fait 3 outils, c'est peut-être un petit peu lourd ou quoi. Mais au final, nous, on a vu que du gain de temps et on est plus concentré sur les choses à faire. On est plus concentré sur la manière dont on va réussir à résoudre nos problèmes
plutôt que de s'embêter sur des soucis de ce truc est 5 pixels trop là. Non, ça c'est bon, c'est déjà tout écrit. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec tout ça. On va vraiment résoudre les vrais problèmes plutôt que de résoudre des faux problèmes. Voilà, je ne sais pas si Yolène, tu veux prendre la parole? Hop, ouais, je peux faire ces petites slides rapidement si vous Ouais, mais voulez. justement, c'est la question d'en dessous en plus. Oui, tout à fait. Ouais, bah voilà, parfait. Bah, en fait, moi j'ai aidé un petit peu sur la manière dont on pouvait essayer de déployer de façon un peu plus large le design system et fixer des objectifs, les suivre et mesurer un peu le gain. Et donc, on a fait un petit exercice avec Sylvain, Erwan et Fabien. On a fait un exercice de timesheet où en fait, on a réalisé sur deux semaines, jour par jour, on a noté en fait le temps passé pour pouvoir, dans un premier cas, créer une feature avec et sans design system, et dans un deuxième cas, utiliser une feature déjà existante versus non existante dans le design system. Du coup, voilà, ça donnait un Excel comme ça où on remplissait un peu les temps en fonction des différentes tâches, donc des tâches de coordination, de conception et on avait de développement, il me semble. Et on constate, voilà, de formalisation. Et on constate en effet un gain de temps pardon, pour les trois parties. Si tu peux passer, Sylvain. En fait, on a moins deux fois de temps passé avec un design system sur la partie création d'une feature. Sur la partie design, c'est assez similaire pour cette partie-là parce qu'il faut, voilà, il y a le setup à faire. Et après, côté dev, c'est moins de 2 fois de temps passé. Et après, lorsqu'il s'agit de réutiliser une feature existante, là, on a vraiment un gain de temps considérable, comme vous pouvez le voir. On diminue vraiment drastiquement tout le temps passé. Voilà. Donc, en ce qui concerne les questions, il y a pas mal de monde qui doit quitter. Ce que je vous propose, c'est ce que je mettais dans le fil. J'ai syndiqué les questions qui avaient été posées. On pourra peut-être faire un Slack dédié dans lequel vous pourrez répondre individuellement ou collectivement, Erwan, Fabien et Sylvain, à ces différents sujets pour que tout le monde… Après, on est encore 85, hein, Mitch, s'il y en a qui veulent… non, je dis ça pour ceux qui partent. Et effectivement, pour les autres, si tu veux, je peux vous transférer les questions ou vous les poser, si vous voulez, au titre… Mais vas-y, si tu les as toutes ordonnancées, tu peux les poser. Donc, de Mélanie, on peut interagir sur une page complète, tester le hover du bouton, par exemple. C'était ça la question. Si c'est fait il y aurait plusieurs façons en fait. Dans 08, donc ce site miroir en fait est charnière entre tout le monde. On peut imaginer mettre une sorte de mini proto qu'on aurait fait dans Figma qui illustre en fait ce genre de comportement, un hover, une action au clic, une micro-interaction. Et une fois que c'est codé, en fait, là, on peut le tester. Enfin, Erwan pourra confirmer. On peut le tester aussi dans Storybook, parce qu'en fait, c'est le composant presque réel, en fait. Quasiment. Implémenté, voilà. De Julie Jane, on a une question qui est « Et le design system pour le mobile ?» Point d'interrogation. Je peux la prendre, celle-là. En gros, tout est à l'identique, sauf le Storybook. Storybook est vraiment focus sur une techno JS. Après, je ne connais pas pour le mobile, mais ce qu'il faut, c'est un équivalent de Storybook. Ça veut dire un outil qui permet de regrouper les composants en avance sans les intégrer dans l'application. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais l'idée, c'est ça. Ce n'est pas Storybook qui apporte la solution. Storybook apporte la solution de documentation et de pouvoir montrer au designer comment on l'a implémenté sans qu'il ait besoin d'attendre que ce soit mis dans l'application, la vraie application. Et en plus, ça génère un site statique. Du coup, en temps réel, il peut y accéder quand il veut, sans avoir besoin de nous. Il peut poser des questions plus tard, mais voilà, il n'a pas besoin de venir nous interpeller. Et nous, on n'a pas besoin d'aller l'interpeller non plus quand on a une question sur le design, parce qu'on a Figma et Zero Height. Par contre, les deux en fait, éléments de ce triptyque, donc Figma et Zero Height, là sur mobile, en fait, ça change rien, quoi. Donc, ce sera de la documentation dédiée au mobile, au comportement, mais ça fonctionne de la même façon. Mais pour la librairie code,
Ça, effectivement, je suis pas sûr que ça, à moins que quelqu'un dans l'assemblée connaisse une solution, mais j'ai pas l'impression que ça, qu'il y ait d'équivalent en fait. De Antoine, quels prérequis techniques front? Langage, architecture, approche, composants, 3 petits points. Donc, le prérequis pour Storybook, je pense. Le prérequis, déjà, c'est que du front. Pour Storybook, c'est qu'une solution front, donc HTML, CSS. Après, il peut être utilisé pour beaucoup de librairies JS. Donc, nous, sur le BO, on utilise du React.js. Ça peut être Angular, Vue, peu importe, ou Vanilla, du JS pur. Mais à la base, c'est vraiment pour préparer des composants en HTML, CSS. Et on peut, avec le JS, qu'ils aient un comportement dynamique. Très bien. De Mehdi, la question est, quelle est la différence alors entre 08 et Storybook? On est obligé de passer par 08 à ce moment-là? Bah, en fait, c'est vrai que ça peut sembler se marcher un peu sur les pieds tout ça. On se dit, ouais, mais en fait, ces trois outils, ces trois services, là, ils font la même chose. Et à l'usage, en fait, on s'aperçoit que non, et que les trois sont vraiment complémentaires. Parce qu'en fait, avant que les composants soient développés, donc il faut que le développeur les ait compris, voit ce qu'il doit faire, enfin, ou comment le faire. De toute façon, ça, on en aurait discuté en atelier tous ensemble déjà. Mais au moins, le rendu graphique et ce qu'on appelait l'intégration, ça, il faut encore le faire. Et du coup, l'intérêt d'avoir ce 08 au milieu, c'est que ça permet en fait de mieux communiquer, de documenter encore une fois, et ça fluidifie en fait le partage. Et les trois sont complémentaires parce qu'ensuite, donc, ce qui a été fait dans Storybook permet d'avoir un rendu quasi réel en fait de ce qui finira en prod. De Antoine, on voit une entrée France Info dans 08. On a commencé à travailler avec. Excuse-moi, Mitch, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Fabien. C'est aussi que Storybook, c'est pas non plus si compliqué et si chronophage en fait, puisque comme il l'avait montré Fabien, ça prend directement les éléments de Figma. Donc en fait, après, tu fais une petite mise à jour, ça prend pas bien longtemps à mettre en place. Si tu m'arrêtes, Fabien, si je dis une bêtise. Mais... Après, c'est pas du design to code automatique quand même. Même les informations en CSS ou il y a même un peu de Swift ou oui, mais tu repars pas complètement de zéro et c'est pas. Oui, enfin, il y a plein d'indications, mais on peut pas copier-coller du code de Figma ou 08 vers. Enfin, disons, il y a quand même toujours du boulot de dev. Mais ça aide quand même à récupérer certaines valeurs et ça va plus vite en fait, sans devoir tout inspecter. En fait, c'est un peu plus simple. Il y a encore une douzaine de questions. Je vous propose d'essayer d'être plus synthétique. Désolé. Donc, une question d'Antoine qui devrait être répondue rapidement. On voit une entrée France Info dans 08. On a commencé à travailler avec? Non, là, c'était vraiment une pré-version en fait de bêta test de ce design system en fait. Et là, on est actuellement en train de réorganiser tout ça et voir comment justement on pourrait faire quelque chose de commun à tous les produits, et peut-être pas organiser de la même façon en fait. Là, c'était juste pour tester, pour voir comment ça pourrait marcher. De Mélanie, Storybook permet de manipuler la taille des conteneurs, point d'interrogation, pour afficher le résultat en mobile, tablette, desktop, responsive en fait. Oui, on pourrait, absolument. On fait Storybook, c'est un site statique, donc tout ce qu'on fait sur un site, on peut le faire avec Storybook et ça permet de présenter en avance. Mais oui, on peut tout faire comme un site en fait. C'est vraiment un site. De Mehdi, oui, mais quelle est la différence d'utilité entre Storybook et 08? Ça me semble être un peu doublon. Donc la réponse comme dirait la question est vite répondue. De Antoine, c'est très orienté SPA ou non? Donc ça prête facilement au SPA, évidemment, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut prendre hors contexte, parce que là, on parle du BO, évidemment, React, SPA, mais derrière, c'est vraiment, quel que soit le site, quelle que soit la techno, c'est de l'HTML et du CSS, et un peu de JS pour l'aspect dynamique. Et derrière, quelle que soit la techno, il faut bien préparer, il y a du design. Le design va préparer de l'HTML, CSS au moins, le JS peut-être ou pas, ce n'est pas nécessaire, mais on finit souvent par en avoir. Mais derrière, on prépare des blocs de ce qu'on va voir sur la page, qu'on appelle des composants. On les prépare de façon la plus atomique possible, mais c'est de l'HTML, CSS, c'est pas du tout lié à la techno. Là, on parle du BO, évidemment, ça donne l'impression de lier à la techno React, c'est pas le cas. Storybook est très lié au front, aux librairies JS, il sait prendre en compte l'HTML, CSS, mais c'est pas bloqué sur ça.
Très bien. Je reviens très rapidement en fait, sur le côté doublon, en précisant que là, en fait, on vous a montré ce qu'on a fait sur le BO, donc qui était très axé composant et style, couleur. Et en fait, l'intérêt d'un design system et donc de ce Zero Eight en particulier, c'est d'avoir quelque chose de plus large en fait, qui réponde à des questions d'ordre plus général en fait. On peut imaginer avoir des principes de design dans ce design system, la façon dont on s'adresse à l'utilisateur, donc des conventions d'écriture, ce genre de choses, des éléments d'identité visuelle, pourquoi et comment on fait les visuels. Donc en fait, c'est quelque chose de plus large, c'est pas juste une librairie de composants. Et du coup, c'est pour ça que Storybook, qui est que une librairie de composants, remplit bien, enfin Storybook ou un autre remplit bien son rôle. Et c'est pour ça que les trois sont complémentaires, à mon avis. J'ai une salve de questions de la part de Harris. Alors, première question, quel est le véritable intérêt de Zero Eight? Est-ce que c'est juste de la documentation? C'est pas mal de documentation. Encore une fois, c'est un lieu d'échange. Ça permet de parler le même langage en fait et de mieux se comprendre en fait. Et c'est effectivement pas mal de docs, mais enfin, c'est ce qu'on en fait. Mais c'est aussi un outil qui permet d'inspecter les choses pour les développeurs. On peut mettre, parce qu'on peut mettre des vidéos, des mini-protos dedans. C'est pas une bête doc, c'est pas un énième Confluence. C'est quelque chose qui est censé être plus vivant et plus, je veux dire, collaboratif en fait. C'est pas que les designers qui vont construire ce truc-là, c'est tout le monde. Si le market a des, bon bref, voilà. Ça rejoint la question suivante, qui est responsable ou contributeur de Zero Eight dans votre organisation? L'idée, c'est que ce soit un peu tout le monde en fait. Bon là, comme on était une petite équipe et c'est plutôt le design qui l'a mis à jour, mais en fait, l'idée, c'est qu'on se parlait. Par exemple, sur les couleurs, Sylvain m'a dit il manque une couleur, là, tu peux l'ajouter dans Zero Eight. Donc je l'ai ajouté. L'idée, c'est qu'on construise ce truc-là en fait ensemble. Sur la nomenclature, par exemple, ça peut pas être juste le design qui va inventer des noms et que les devs comprendront pas. C'est des choses, il faut qu'on se mette d'accord. Et donc ça, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est que c'est un truc qu'on co-construit. Est-ce que dans votre cas, votre designer a des connaissances ou notions de HTML, CSS pour parler avec les devs? Bon, accessoirement, oui, un peu. Moi, je vois un peu comment ça marche. Oui. Modeste. C'est non négligeable comme information. Pardon? C'est non négligeable comme information. Le fait que tu aies certaines notions-là pour justement discuter avec des devs, je pense que ça facilite d'autant plus la discussion et notamment la mise en place de Zero Eight. Ouais, mais même pas forcément, parce qu'en fait, vu que je sais comment ça marche, en gros, en tout cas HTML, CSS, j'aurais même, pour être honnête, ce serait limite plus simple pour moi de ne pas faire Zero Eight en fait, et de parler directement au dev en fait, sans faire aucune doc, parce que je déteste faire de la doc. Et donc l'intérêt en fait de Zero Eight, c'est pour quelqu'un justement qui, parce que les designers sont pas censés, enfin c'est pas obligatoire qu'un designer sache coder. Et du coup l'intérêt justement, c'est encore une fois d'avoir ce langage commun et de construire ce Zero Eight. Ça demande pas de savoir en fait comment on code. C'est juste, ça demande en fait de se parler par contre. Je voudrais rebondir dessus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. En fait, vraiment, l'intérêt, c'est pas, comme dit Fabien, l'intérêt, c'est que c'est une vitrine qui rassemble les éléments et UI et dev, qui rassemble aussi la documentation. Et on a un seul et unique endroit où récupérer tout ça. Et donc, ça crée vraiment une synergie entre les différents acteurs. Donc, tout le monde contribue puisque de toute façon, le design system, il n'existe pas comme ça tout seul dans son coin. Le design system, il vient des besoins que nous avons sur le produit. Donc, tout le monde est contributeur. Évidemment, il y a énormément de contributions de la part des devs et des designers. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider aussi quand on débarque sur un produit, de savoir où on va aller chercher et d'avoir une idée de tous les composants qui font ce produit. Et aujourd'hui, tout le monde a des librairies un petit peu éparpillées partout et ça aide vraiment à retrouver ces petits, on va dire, bien rangés dans des librairies communes. Et puis, c'est aussi une philosophie de composants
qui permettent de parler le même langage entre designers et dev. Et effectivement, les designers ne sont pas obligés de savoir coder, mais c'est plutôt une façon de penser qui est identique. Et c'est aussi pour ça qu'ils s'alignent sur la façon dont ils nomment les composants. Une question de Hanso qui a été vite répondue. Avez-vous quantifié ce gain de temps? Donc, on l'a vu dans les slides. Ensuite, j'ai une question de Romain. Dans Storybook, est-ce possible de mutualiser les styles type espacement entre les éléments d'une grille ou les bordures arrondies, ou c'est un style complet par composant? Storybook, oui, c'est tout à fait possible. En fait, Storybook, on présente le composant. Derrière, organiser son style comme on le fait dans l'application, ça n'oblige pas à coder différemment le composant tel qu'on le ferait directement dans l'application. En fait, Storybook, on place, en gros, on crée notre code, notre composant, dans le langage habituel, pur HTML, on va dire pur HTML, on oublie React. Je crée mon composant, HTML, une petite balise HTML, j'ai mon CSS, mon fichier CSS. Quand je vais le mettre dans Storybook, c'est un fichier .story, mais derrière, c'est le même composant HTML, le même code HTML. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, on peut faire copier-coller de ce qu'on a préparé dans Storybook. Pourquoi préparer dans Storybook? Pour ne pas le mettre directement dans l'application, parce que ce n'est pas le moment et ce n'est pas fini. Il faut que ce soit cohérent avec tout le reste dans la page. Mais derrière, Storybook, ça prépare en avance. C'est un bac à sable réaliste de ce que ça va être dans la vraie application. Donc derrière, tous les imports de CSS, tout ça, c'est pareil, ça ne change rien du tout. C'est juste on est dans un environnement en avance qui prépare, on n'aura plus qu'à faire, entre guillemets, copier-coller. Donc, pas de problème là-dessus. Il me reste 2 questions. Toujours de Romain. Quid des nouvelles propriétés de style type Flexbox et Grid et pour la compatibilité du navigateur? Donc, si on parle de Storybook ou peu importe, c'est comme toute application. Après, derrière, c'est comme notre application. Il y a les polyfills ou quoi que ce soit, mais en fait, on prépare tout ce qu'on fait dans Storybook, encore une fois, c'est ce qu'on fait dans notre appli. Donc, si on veut utiliser Grid dans notre application et qu'on peut se permettre parce qu'on target les browsers suffisamment récents et on évite d'utiliser… on fait pareil, en fait. Ce qu'on fait dans Storybook, c'est pas on ne fait pas un travail différent. Ça sert à préparer en avance, à coder notre page. Ce n'est pas la page qu'on code. On code d'abord les composants, comme on l'a expliqué. Et après, quand on a préparé tous nos composants, on prépare la page en avance et on la voit vivante, en fait, sans avoir à la mettre dans la vraie application. C'est ça le bénéfice. Et pareil, Zero Height, son gros bénéfice, en plus d'être une documentation, c'est que c'est vivant. On peut bouger la page et on a l'impression qu'elle est déjà faite, sauf qu'elle n'est pas connectée avec l'API, c'est tout. Oui, et du coup, nous, je ne sais pas si vous avez vu, quand Erwan a fait la démo, notre page, elle était divisée en 3-4 parties. Et du coup, on a fait les composants qui pouvaient faire toute la page. Après, on a pris la première partie, on l'a faite d'un côté, la deuxième partie, la troisième partie. Donc, on pouvait largement découper le dev de chaque partie entre les développeurs et les faire en même temps. Et puis après, on a fait la page complète dans le Storybook. Et après, on a intégré la page. Et là, il n'y avait vraiment plus que les branchements à faire. Donc voilà, donc en fait, la page était déjà prête. On avait déjà regardé tous les écarts entre chacun des composants et tout ça. Merci. Pour résumer, le design system, au-delà de tous les outils, les outils aident à la communication. En gros, le design system, c'est juste qu'on a communiqué. Au final, peu importe React, le JS, Zero Height, tout ça, c'est juste qu'on a communiqué. Et en plus, on arrive à parler le même langage alors qu'on aurait eu du mal à se comprendre autrement. Et le design system, c'est la communication. Et elle marche très, très bien. Et les outils facilitent les échanges et évitent des allers-retours, justement. Donc, j'avais une dernière question de Mehdi, mais il me semble qu'elle a déjà été répondue, qui était mieux que les infos qu'on a sur Figma pour l'interrogation. Ça devait être dans un contexte où on décrivait peut-être Storybook ou Zero Height. Et il y avait Georges qui voulait poser une question et qui va le faire verbalement. Oui, merci pour la présentation, c'était cool. J'ai juste une question du coup, effectivement, sur Storybook. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans un premier temps, il y a une sorte de pré-code automatique qui se fait, mais qui doit être retouché ensuite par un humain, du coup. On obtient notre composant qui est avec son code. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre de ce que vous avez dit, c'est que concrètement, le développeur qui va utiliser ça, il va faire un copier-coller. Arrêtez-moi si je me trompe. Et si c'est bien ça, du coup, est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire que théoriquement, si un composant il évolue dans 2 mois, et potentiellement, il y aura 36 versions sur le site, il ne se met pas à jour en live. C'est pas comme si je prenais un bouton et si demain il change le bouton, et il change partout où il a été utilisé. C'est pas des includes, quoi. C'est vraiment on copie-colle. Ok, donc là, il y a plusieurs choses. D'abord, Storybook, on ne code pas le composant différemment de ce qu'on va coder dans l'appli.
On peut même, déjà, en fonction, après ça, là, je vais parler de React, ou d'une librairie JS. J'importe mon composant implémenté, de là, le même qui va être après utilisé dans mon application. C'est juste que son utilisation dans Storybook, il va être connecté à des propriétés qui ne seront pas les mêmes que celles de mon application. Si c'est de l'HTML, j'ai juste des props qui vont être spécifiques à Storybook parce qu'il est vivant, il est dynamique. Et Storybook derrière aussi, pour répondre à un autre détail qui est dans la question, Storybook, ce qu'il fait, c'est une espèce de single page application. On prépare avec, on a des fichiers spécifiques, c'est des JS stories en particulier, on a une certaine API, et derrière, on lance un CI, on lance un script qui va générer une page statique. C'est un single page qui fait du statique, mais dans le format Storybook. Après, derrière, les composants qu'on a fait, c'est exactement les mêmes. On peut l'importer d'un répertoire commun qui sera autant utilisé par Storybook que par l'application. Du coup, le copier-coller, en gros, quand on est dans Storybook, on utilise le composant. En fait, on prépare le composant ou le code. Et derrière, quand on l'utilise dans Storybook ou dans l'app, c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'on ne va pas le connecter aux mêmes choses. Je ne sais pas si ça répond à la question ou j'ai tout dit. Oui, donc du coup, c'est pas du copier-coller, on utilise le composant et s'il est mis à jour, il sera mis à jour partout où il a été utilisé, c'est ça? Voilà, le copier-coller, c'est plutôt pour l'utilisation du composant parce qu'on a une vision, en tout cas, on voit en React qui ressemble un peu, JSX, ça ressemble un peu à l'HTML, on a l'impression que c'est de l'HTML, mais ça ne l'est pas. Et derrière, quand on a un composant avec ses propriétés, qu'on utilise ou pas, il va s'afficher ou pas d'une façon ou d'une autre. Et derrière, le copier-coller, c'est plus qu'on a même directement l'implémentation du composant dans une situation donnée. On prend les cards d'un article ou d'une vidéo, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et en fonction des propriétés, ça ne donnera pas le même rendu. Et le fait de l'avoir fait dans Storybook, on a directement les bonnes combinaisons de propriétés à mettre et les bonnes valeurs pour avoir un résultat donné en avance. Oui, du coup, là, le gain de temps, il est beaucoup plus clair, effectivement. Alors du coup, on remettra ces questions et ces réponses, encore une fois, pour que tout le monde puisse en disposer, et puis on mettra à disposition la présentation. Je redonne la main aux organisateurs de Guild et je remercie l'équipe qui a partagé ce POC. Est-ce que je peux faire une petite conclusion? Mais il y avait… C'est qui parle? Oui, on va les squeezer parce qu'on est un peu à la bourre. D'accord. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Nous, on a travaillé avec Émilie et Yolène sur la vision globale dans Design System. Aujourd'hui, on faisait un focus sur le POC qui a été fait sur le BO France.tv, mais on a une vision globale de ce qu'est un Design System. On le disait en introduction, un Design System, c'est vraiment un référentiel unique pour toute l'entreprise. C'est un produit numérique, c'est un produit qui va évoluer au fil du temps, ce n'est pas un produit statique et c'est un produit qui est nourri lui-même par les autres produits et par tous les acteurs des produits de France Télévisions. On a donc fait un questionnaire que vous avez eu et on s'aperçoit que tout le monde n'est pas forcément raccord sur ce que c'est le design system. Aujourd'hui, c'est un peu normal chez France Télévisions. Aujourd'hui, on n'a pas un véritable design system. Et donc, nous, on est en train de faire avancer ce sujet-là. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des librairies UI par produit. Mais un vrai design system, on n'en a pas un. Et l'idée de ce design system, ça sera effectivement de porter un même langage sur l'ensemble des produits de France Télévisions. Mais on ne va pas commencer tout de suite par aligner tous ces produits. Et donc, on va commencer par essayer de faire un POC sur France.tv. Voilà, donc on va vous tenir au courant de l'avancée en fait, de ce sujet. Oui, je suis désolée, on a passé toutes ces slides rapidement, mais vous aurez la présentation. Le design system, c'est une montagne. Hein, c'est quelque chose qui paraît très lourd à mettre en place et j'imagine que beaucoup se demandent comment ça va se passer sur son produit. Et donc, comme sur beaucoup de sujets, comme on le fait régulièrement, on va faire un POC sur France.tv pour avancer, pour tester et pour tester, améliorer, faire du test and learn sur la façon dont on fonctionne produit, design et tech pour faire avancer ce design system. Et ensuite, on l'étendra au reste des produits. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, je pense, de la présentation aujourd'hui, le design system, ce n'est pas uniquement des outils. Donc là, effectivement, Erwan, Sylvain et Fabien vous ont présenté les outils qui les aident. Mais le système, c'est vraiment
l'idée d'un langage commun et qui va faciliter vraiment la vie aussi de nos utilisateurs qui vont qui vont retrouver une cohérence sur l'ensemble des produits chez France Télévisions dans leur parcours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me semble qu'on va créer un petit channel sur ce design system. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Par ailleurs, la vidéo qui a été enregistrée par Alejandro sera, si elle n'est pas trop lourde, on partagera cette vidéo pour ceux qui veulent le partager à leurs équipes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents et merci à Erwan, Sylvain et qui j'ai pas noté, et Fabien, pardon, pour la présentation. Ça fait plaisir. Le mec là. Merci. C'était cool. Le mec qui nous a obligés à faire tout ça, qu'on n'avait pas du tout envie en fait. Ouais, et qui a réussi à partager son écran sans encombre. Bravo Fabien. Merci à tous. Bon, j'arrête l'enregistrement. Bon après-midi à tous. Merci. 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 Au revoir.